Hello, je suis Linda Kofi et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Alénergie. Ici, nous parlons des questions liées à l'énergie, qu'elles soient techniques, économiques ou géopolitiques, mais nous accueillons également des personnes évoluant dans ce domaine-là, que ce soit des étudiants ou des professionnels, afin qu'ils nous partagent leur parcours, mais également leur vision du monde de l'énergie. Dans cet épisode, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir Raïssa Tiéné, analyste en finance durable à la Société Générale. Elle a bien voulu partager avec nous son parcours du lycée Sainte-Marie d'Abidjan à la Société Générale, en passant par l'INPHB, l'Université de Birmingham et Sciences Po. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir son histoire et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Raïssa, tu vas bien? Bonjour Linda, je vais bien et toi? Je vais très bien, merci. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir aujourd'hui pour échanger sur ton parcours. Et je suis très enthousiaste, non seulement parce que j'estime que tu es une jeune femme remarquable, mais également enfin, parce que tu es la première consoeur que je reçois sur Dalynergie. Pour la petite anecdote, pour les auditeurs, Raïssa et moi avons fait 2 établissements similaires. Donc, elle m'a précédée à l'université de Birmingham, mais également au lycée Sainte-Marie de Cocody. Donc, c'est une grande sœur, Ouais. même si elle n'aime pas, elle n'aime pas que je l'appelle ainsi. Ça me vieillit, je veux pas savoir que je vieillis. En tout cas, vraiment, je suis très enthousiaste d'échanger avec toi et je suis sûre qu'on va passer un moment formidable. Sans plus de cérémoniaux, nous allons entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais en ce moment, qui est Raïssa Tiéné? Ok, je m'appelle Raïssa, je viens de la Côte d'Ivoire. Actuellement, je vis en France, je fais de la finance durable dans une banque. Et voilà, j'ai aussi fait le lycée Saint-Paris avant, je sais pas trop, j'ai un peu du mal à me présenter, donc ouais, si j'ai manqué des choses, dis-moi. Pas de souci, c'est fantastique parce qu'on va rentrer davantage dans le détail après. Mm. Alors, on va commencer par ton parcours académique. Donc, on va essayer de remonter à la genèse, mais pas trop quand même. On va dire les années collège-lycée. Donc, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ton parcours académique? Par quels établissements tu es passé? Quelles sont les formations que tu as faites, etc. Ok, du coup, j'ai fait tout mon cursus, ouais, disons, le collège et le lycée au lycée Sainte-Marie de Cocody, donc de la 6e à la terminale. Et ensuite, quand j'ai eu mon bac, je suis passée à l'INPHB de Yamoussoukro. Mais malheureusement, j'ai pas passé trop de temps là-bas parce qu'après, j'ai eu une bourse. Et ensuite, avec la bourse, je suis arrivée en Angleterre. En Angleterre, j'ai fait 4 ans, 4 ans d'études, dont 1 an d'anglais et 3 ans de bachelor. Après ça, je suis retournée en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé un peu et après, j'ai eu une autre bourse et je suis arrivée en France pour faire un master. D'accord. Donc, voilà. Ok, super intéressant. Et donc, tu obtiens ton baccalauréat, tu Oui. entres à l'INPHB et tu obtiens une bourse. Est-ce que tu as Mhm. postulé pour obtenir cette bourse ou bien d'où est-ce qu'elle est venue? Non, j'ai pas postulé pour avoir la bourse. Et ouais, c'était bienvenu aussi parce que tu te dis, j'ai travaillé et je suis en quelque sorte récompensée. Mais après, c'était pas aussi bienvenu parce que j'avais déjà entamé un cursus à l'INPHB, je m'étais fait des amis. Donc c'était un peu difficile de se dire, je vais tout lâcher pour tout recommencer. Et comme j'avais dit précédemment, on a fait 1 an d'anglais avant de commencer le programme. Donc non, je n'ai pas postulé à la bourse. C'était basé sur les points au bac. Si je ne me trompe pas, les points au bac. Et je pense qu'on a dû, pour les universités aussi, qu'on devait choisir, on a dû soumettre nos bulletins de premier, second trimestre, pardon, du lycée.
Et voilà, donc c'était basé sur les points au bac. Je pense à l'époque, c'était les meilleurs boursiers qui étaient sélectionnés pour cette bourse et ensuite qui étaient envoyés dans différents pays pour étudier. Donc voilà. Mais je savais pas tous les tenants et les aboutissants de la bourse, pour être honnête. Donc disons que ouais, elle est juste tombée comme ça et voilà. D'accord, entendu. Mais étant donné que tu avais déjà commencé un parcours à l'INPHB, Mm. qu'est-ce qui t'a poussé à partir pour l'inconnu? Un inconnu qui, je te le concède, était alléchant, mais un Ouais. inconnu quand même. Donc, pourquoi est-ce que tu fais le choix de quitter l'INPHB après quelques mois? Et pour notamment un domaine, j'imagine que tu n'as pas choisi. Ouais, j'ai pas choisi le domaine. Bon, pour être honnête, je pense que j'étais super jeune et que je savais pas aussi ce que je voulais faire. Et aussi, la bourse était super alléchante. C'était tout en un. Franchement, je dis merci au responsable du programme parce que c'était une belle bourse, pour être honnête. Tout était compris. On avait de l'argent de poche par mois aussi. Donc ça, c'était pas mal. Après, je vais pas dire que tu pouvais vivre super confortablement, mais franchement, le minimum, il était garanti. Donc les parents n'avaient pas à s'en faire parce que souvent même, on se dit à l'INP, on a une bourse aussi, mais ça peut être difficile pour certaines personnes à l'INP. Ça, il faut qu'on le dise. C'est vrai que les étudiants de l'INP, on a une bourse, je crois que c'était trimestrielle, non? Je sais plus. On avait une petite bourse qu'on recevait, mais franchement, ça pouvait être dur. Parce que souvent, il fallait cotiser pour... c'était les uniformes, non? Les uniformes de promo. Il y avait plein de choses, accessoires. Et quand t'as pas assez d'argent, c'était un peu compliqué. Donc, disons que la bourse, pour moi, c'était un moyen de souffler. Et que je savais pas aussi ce que je voulais faire, pour être honnête. J'étais rentrée dans un programme à l'INP que je me disais j'allais être employable après. Mais quand j'étais jeune, je savais pas ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est juste bien tombé. Je me suis dit, pourquoi pas. Et dans quel programme est-ce que tu étais enrôlée à l'INP? J'ai fait, on appelle ça CAE, donc Commerce Administration. J'ai déjà oublié le reste. Ça fait super longtemps. Mais c'était un peu Business Administration, si je dois traduire en anglais. Et donc c'était un programme de licence, un DUT. Il y avait 3 filières. Il y avait la logistique, il y avait les GC et il y avait les assureurs. Après, je ne sais pas si le programme il a changé. Donc, on nous appelait les CAE. Et au sortir de ce programme, soit on travaillait, soit on postulait pour le cycle ingénieur. Donc, tu fais la passerelle. La passerelle, c'était, je pense, on prend les meilleurs de promo. Je ne sais plus le nombre exact. Pardonnez-moi ceux qui vont écouter, parce que là, ça fait pas très personne qui a fait l'INP, mais voilà, donc je faisais la passerelle et ensuite tu étais sélectionné pour le cycle ingénieur. Et ça, c'était super compétitif aussi. Et ouais, donc là, c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit, ah ouais, parce que je veux faire le cycle ingénieur après. Est-ce que je serais prise? Enfin, mais après, j'étais en première année, c'était un truc lointain, donc je me disais, si on doit prendre 2-3 personnes par promo, il se peut que je m'arrête en licence et qu'après, j'ai à postuler autre part. Donc, voilà. Donc, le programme de l'INP, c'était ça. Je pense que c'était ça ta question, parce que je pense que quand je m'explique, je vais un peu... C'est ça, ne t'en fais pas. Du coup, tu pars pour l'université de Birmingham où tu vas étudier de la géologie. J'imagine que c'était un domaine auquel tu n'avais jamais pensé. Comment s'est passée cette transition-là du commerce, notamment, à la géologie? Ouais, bon, la géologie, oui, c'est vrai que c'était pas un domaine auquel j'avais pensé, mais pour être honnête, on avait fait quelques cours en terminale en SVT. Donc, on faisait quelques cours quand même et j'étais pas mal en SVT, pour être honnête. Je vais pas me lancer des fleurs, mais pour les personnes de ma promo, je sais pas si les gens vont écouter parce que personne me connaît, mais voilà. Pour les personnes qui savent, à Sainte-Marie, j'étais pas mal en SVT. Donc du coup, c'était un changement, mais après, je pense que j'étais assez curieuse, je voulais comprendre. Et la géologie, quand tu la découvres, tu vois que c'est super intéressant parce que tu t'intéresses à la terre, à l'hydrogéologie. Il y a aussi, on faisait un peu de chimie. C'était vraiment, et on faisait aussi des voyages d'études. Donc après, c'était pas, comment dire, c'était nouveau, mais c'était vraiment graduel.
on ne devenait D'accord. pas, c'était pas un niveau super compliqué, les cours n'étaient pas super compliqués. Après, mis à part l'anglais, les cours en eux-mêmes, ils étaient accessibles à tous. Et pour être honnête, je me dis, même sur Internet, il y a certaines choses que tu peux apprendre bien avant d'avoir commencé le cours. Donc, c'était pas très compliqué, pour être honnête. Ok, génial. Je suppose aussi que le fait que tu sois intelligente a aidé parce que, même si tu ne le dis pas, parce que j'imagine pas pour te jeter des fleurs, mais parce que un parcours de géologue, c'est quand même énormément de sciences, avec la Oui, simulation aussi et tout ça. oui, c'est énormément de sciences, ça, oui. De lecture surtout. Faut aimer lire. J'imagine. Alors, tu sors donc de l'université de Birmingham en Ouais. 2019 avec en poche ton bachelor's degree Ouais. en géologie et tu choisis de partir pour la France pour ton master. J'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi et comment tu te retrouves en France. Ok, donc comme je disais, pardon, après mon, oh là là, après mon bachelor, je suis retournée en Côte d'Ivoire. Pour être honnête, en Angleterre, c'était assez difficile de trouver un emploi, surtout en géologie. Faut dire que ils savent tout déjà de leur sous-sol. Donc, franchement, avoir des géologues, surtout d'exploration, non, c'était pas vraiment l'intérêt. Et faut dire aussi que franchement, j'avais pas assez de temps ou c'était juste de la naïveté. J'avais pas en tête tous les débouchés possibles du bachelor en géologie. Ça, c'est ma faute à moi. Ça, c'est pas. Je peux blâmer personne pour ça. Et donc, l'option, c'était que en Côte d'Ivoire, on a besoin de géologues. Il y a des métiers, il y avait. Quand je suis retournée en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé en tant que géologue d'exploration pendant un moment. Et après, entre-temps, avant de quitter l'Angleterre, j'avais postulé pour d'autres bourses. Parce que je voulais au moins avoir un master. Et disons qu'après ma licence, j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit, finalement, parce qu'après, moi, je suis quelqu'un, franchement, je me dis, je vais pas rester dans un domaine précis peut-être toute ma vie. Donc, je me suis dit, peut-être faire un autre master qui soit complémentaire à ma licence va peut-être m'aider, mais pas forcément en géologie, vu que ça a été un peu compliqué d'entrer sur le marché du travail. Donc, j'ai postulé à d'autres bourses avant de quitter l'Angleterre. Et je suis retournée en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à travailler. Et les bourses, je ne savais pas qu'elles allaient marcher. Mais finalement, il y en a une assez intéressante qui a marché. Et voilà, j'ai dû arrêter de travailler parce que avec mon salaire, j'allais pas pouvoir, même dans 5 ans, je pense, me payer ces études-là en Ah France. oui, ok. Ouais, je pense pas. Enfin, peut-être si j'avais économisé, mais je pense que j'aurais eu d'autres responsabilités. Donc voilà. Donc voilà comment je me retrouve en France à faire un master. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur ce master que tu as fait en France? Ce master, il était, disons, en management et durabilité aussi. Donc, c'est un master qui se fait en 1 an et demi avec avec 6 mois de stage à la fin, donc en tout 2 ans. Et voilà, donc c'était des cours en économie, un peu de finance, des modules en durabilité, mais des modules assez précis. Il y en avait un sur le sustainable food. Mon programme était en anglais, donc j'arrive pas à traduire Pas de souci, tu parfaitement peux. Voilà, donc il y avait ça. Et voilà, après, on devait obligatoirement trouver des stages. D'accord. Mhm. C'est bien compris et je veux revenir sur le parcours d'Abidjan à Birmingham, puis de Mhm. Birmingham à Abidjan et à Paris. Ouais. Quelle a été ton expérience d'étudiante internationale? Est-ce que tu t'es sentie dépaysée à un moment donné? Est-ce que ça a été difficile pour t'intégrer? Comment ça s'est passé? Ok. Donc, tu veux que je parle de l'Angleterre ou toute Euh, de la France? les deux. Les deux, ok. Donc, pour l'Angleterre, disons que
Ouais, ça a été une longue période d'adaptation, pour être honnête, parce que de un, enfin, on se dit qu'on a de bonnes notes en anglais au lycée et au collège, qu'on se débrouille pas mal, mais c'était tout autre chose quand je suis venue parce que je regardais beaucoup de films en anglais américain, donc déjà, disons, mon cerveau, il était un peu formaté à comprendre l'accent un peu américain. Et quand tu arrives en Angleterre et que l'accent, il est différent, franchement, je pigeais pas, je pigeais pas. C'était un peu compliqué. Il fallait que les gens parlent Je te tout comprends. doucement. C'était vraiment la question, can you speak slowly? C'était vraiment toujours ce que je disais. Mais oui, déjà avec la langue, c'était très, très, très compliqué de s'adapter. Et moi, personnellement, ça m'a mis du temps. Mais après, je pense qu'avec surtout les associations, parce que dans le programme de géologie, je trouvais qu'il y avait assez de personnes pas qui se connaissaient pas, mais qui avaient déjà formé des groupes. Donc, c'était un peu compliqué comment dire, d'avoir un groupe d'amis de classe. Bon, après, j'étais avec d'autres Ivoiriens, donc ça allait. Mais quand on veut parler niveau intégration, je me dis, tu parles de plus s'intégrer dans la vie anglaise. Donc, de ce côté-là, moi, ça m'a mis du temps parce que la barrière de la langue. Donc, j'ai plus ou moins essayé d'intégrer des associations où je rencontrais de nouvelles personnes. Et puis aussi, ce qui est intéressant à l'université de Birmingham, c'est qu'on nous permettait d'avoir des jobs étudiants. Et grâce à ces jobs-là, j'ai pu rencontrer d'autres personnes d'Angleterre, natives d'Angleterre, avec qui j'ai tissé des relations qui ont plus ou moins duré, disons, et avec qui je suis toujours en contact jusqu'à maintenant. Et aussi, l'intégration aussi s'est passée par... on devait déménager très souvent. Donc, j'ai pu avoir des colocataires qui étaient nés en Angleterre et tout. Donc, ça aussi, ça a facilité, disons, l'adaptation. Mais sinon, au début, je dirais que le challenge, c'était vraiment la langue. Je pense si j'étais un peu plus... comment dire je parlais l'anglais, j'allais mieux m'adapter. Donc, voilà. Donc, ce qui m'a aidé, c'était un peu ça, les associations, et puis aussi beaucoup regarder des films, des vidéos de youtubeurs anglais, pas des Américains. Donc ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre ce que les gens disaient autour de moi. Et c'est intéressant ce que tu dis. Désolée de te couper. Parce que je comprends tout à fait ce qui se passe au niveau de la langue, mais justement, moi, mon expérience, c'était que même une fois que tu as l'impression d'avoir capté l'accent anglais, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'accent anglais. Il y avait ce qu'on appelle l'accent londonien, en fait, voilà, c'est ça. que les gens appellent l'accent british. C'est vrai. Mais dans mes professeurs, il y en avait qui étaient de Manchester, qui étaient du pays de Galles, qui étaient vraiment de l'Irlande. Et en fait, il fallait s'adapter à chaque, les Écossais. à chaque cours. Oui. Donc vraiment, oui, c'est vrai, je te comprends parfaitement, c'était compliqué. Et justement, de se dire que finalement, tu dois essayer de t'adapter à chaque personne et non pas à une seule langue finalement parce qu'elle a différentes sonorités. Ok, d'accord, c'était juste la petite anecdote que je voulais partager. Mais ouais, c'est totalement ça. Hein. Ouais, c'était vraiment les différents accents surtout. Mais après, je dirais que parmi les étudiants, c'était un peu plus facile de se comprendre. Et surtout avec les étudiants internationaux aussi. C'est vrai. C'était plus ou moins facile de les comprendre parce qu'ils parlaient pas super vite. Donc ça aidait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, donc du coup, pour la France, comment s'est passée l'adaptation? Je dirais que c'était plus facile. Parce que déjà, je parle français. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, qui m'ont écouté, qui ne savent pas, la langue nationale en Côte d'Ivoire, c'est le français. Après, on a d'autres langues locales aussi, mais on étudie en français. Voilà. Donc, c'était plus facile de s'adapter niveau langue. Et puis après, j'étais dans un programme qui était en anglais. Et donc, en France, les programmes en anglais sont plus appréciés par les étudiants internationaux. Donc, j'ai pu rencontrer des personnes de différents pays. Donc, ça, c'était super intéressant. Donc, au niveau de l'adaptation,
quand tu as des personnes qui sont de pays différents, elles veulent faire plusieurs choses. Donc, elles veulent sortir. Donc, au niveau des sorties, tout ça, je pouvais pas, je m'en plaignais pas. Même si on est venu en temps de Covid, mais c'était quand même une belle expérience avec une belle communauté. Donc, disons qu'en France, l'adaptation était plus facile. Et voilà. Bon, après, j'ai passé plus de temps en Angleterre, donc disons que j'aime toujours un peu, tu vois, l'Angleterre, je pense que ça a plus une grande place dans mon cœur que la France actuellement, mais franchement, je trouve que la France a été, l'expérience a été vraiment plus facile. Voilà. Mais j'ai pas préféré un pays plus qu'un autre, mais voilà un peu mes deux expériences. Il faudrait que je sois honnête. Ça se comprend tout à fait. Peut-être que dans quelques années, quand on va passer davantage de temps en France, tu diras que peut-être les places vont s'intervertir, qui sait. Peut-être. Ok, super. Et j'ai vu, parce que I did my homework, que tu étais engagée dans différentes associations, tu en as parlé tout à l'heure, Ouais. dans différentes organisations, etc., pendant ta vie estudiantine, donc des expériences de bénévolat, tout ça, qui ont commencé déjà dès le lycée. Et je voulais savoir, même si tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, tu as expliqué que ça a facilité ton intégration, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans toutes ces activités-là, au-delà du fait de pouvoir t'intégrer? Est-ce que tu avais un besoin d'être utile et qu'est-ce que ça t'a apporté? Bon, oui, déjà, j'avais un besoin, ce besoin-là d'être utile. À Birmingham, c'était l'association Birmingham Friends of the Earth. Et ça, particulièrement, je voulais le faire parce que je m'intéressais à tout ce qui était réchauffement climatique. Enfin, je comprenais pas tout. Et je me disais, dans les associations, puisque ces personnes, elles sont super motivées, elles ont forcément des raisons pour être autant motivées, donc je veux mieux les comprendre. Donc oui, il y avait un intérêt personnel à rejoindre ces associations-là. Et puis, disons que les associations que j'ai plus rejointes, c'était plus ça, c'était plus autour du réchauffement climatique parce que ça me tient à cœur. Et puis, je sais qu'on avait fait un cours comme ça, je sais plus, c'était au lycée, et je rabâchais les oreilles de ma maman avec, qu'elle me disait, Béraïs, qu'on s'appelle, soit elle dit, il fait de plus en plus chaud à Abidjan, aujourd'hui, tu vois, je marchais, j'ai transpiré, et puis, tu vois, à chaque fois, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est sérieux, on s'en rend pas compte, mais voilà, donc pour les associations, je dirais que c'était plus ça, en dehors du fait que je voulais être un peu plus sociable. Pour tout ce qui est environnement, c'était vraiment la raison première. Ok. Je suppose que c'est dans la même lancée que tu as participé à l'élaboration d'un podcast pendant ton année de master. Est-ce que tu n'as pas mentionné où tu as fait ton master d'ailleurs? Ah oui. Oui, j'ai fait mon master à Sciences Po. Donc voilà, Sciences Po Paris. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce podcast-là? Ok, ce podcast-là, c'était l'un des premiers sur la durabilité qui a été fait par des élèves de Sciences Po. Donc, c'était une responsable qui voulait que les élèves soient plus, qu'ils comprennent plus les différentes thématiques liées au réchauffement climatique. Et elle recherchait des élèves qui étaient intéressés par ce sujet. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et du coup, comme c'est le premier podcast qui a été fait, je m'excuse pour ces personnes qui vont potentiellement écouter parce qu'il n'était pas super bien fait. On savait pas trop ce qu'on faisait, on était juste intéressés par le sujet, donc tout ce qui nous passait par la tête, voilà, on les a proposés comme sujet de discussion. Mais voilà, c'était ça pour la petite histoire. Et concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience? C'était super bien, parce que j'ai interviewé un fondateur qui a fait une start-up pour une start-up qui avait les thématiques autour de l'eau. Et je me suis dit, quand j'ai contacté les gens, ils vont pas me répondre parce que j'en ai contacté plusieurs.
Il y en a qui répondaient pas, je me suis dit oh, ok, parce que ça fait un peu mal quand même, parce que je draft un email, je fais des recherches sur son profil, sur sa compagnie, tout ça. Et après, il y en a qui répondent pas. Mais après, bon, il faut se dire que, surtout dans le domaine professionnel, quand les gens répondent pas, c'est qu'ils ont plein de choses à faire aussi. Faut pas se dire c'est parce que c'est moi, tout ça. Donc voilà, donc ça m'a permis de rencontrer de belles personnes. Ça m'a permis aussi de pouvoir faire des recherches un peu plus poussées sur les gens. Disons que ce soit pour la recherche du réseautage, parce que t'aimes bien le profil de la personne, ou soit pour rechercher un emploi. Donc ça m'a permis de développer ses compétences. Et voilà. Ok, c'est génial. Et on est parti de la genèse et on a évolué tout doucement vers le présent. Ouais. Et donc, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Est-ce que, tu t'es présenté un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous dire concrètement quel est ton rôle dans l'entreprise dans laquelle tu évolues aujourd'hui? J'ai vu que tu faisais un graduate programme. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est? Ok, donc un graduate programme, c'est un peu un programme au cours duquel des diplômés qui viennent de sortir d'école font un programme. Font un programme, ça dépend. Moi, je suis dans le programme de finance durable. Et c'est un programme qui normalement se fait en 2 ans. Et après, au sortir de ce programme-là, on fait autre chose. Donc, tu as 2 ans de formation en finance durable. Quand on dit formation, tu n'es pas que formé, tu n'es pas comme un étudiant, tu travailles, mais c'est de la formation parce que plus tu en fais, plus tu comprends comment ça se passe. Et voilà. Et donc, dans ce programme-là, tu es aussi avec des personnes de ton âge, disons. Pas forcément de ton âge, mais des personnes qui viennent de sortir d'école comme toi. Donc, voilà, tu as le choix de rencontrer et de discuter avec et de faire aussi peut-être des amis. Et donc, ce que je fais au quotidien, c'est de l'analyse. C'est vraiment de l'analyse des stratégies de durabilité des entreprises, quel type d'actifs pourraient être financés, quels sont quel type de KPIs, d'indicateurs qu'on pourrait utiliser pour soit émettre de la dette ou faire des prêts qui vont aider ces entreprises-là à transitionner, à aller vers un modèle plus durable. Et voilà, c'est un peu ça. Ok. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais concrètement, si tu pouvais donner une définition à la finance durable, et est-ce que la finance peut véritablement être durable? Est-ce que tu peux nous en donner une définition concrète? Pour moi, personnellement, je pense que oui, la finance pourrait être durable. Après, ça dépendra des politiques publiques et des lobbyistes aussi, parce que c'est eux qui un peu poussent les acteurs à vraiment agir. Donc, disons que tout est financé aussi dans ce monde. Les banques, elles sont là pour financer. Donc, oui, pour moi, la finance peut être durable. Et pour moi, une définition selon ce que je fais, on essaie de financer tout ce qui va permettre d'atténuer, disons, le réchauffement climatique parce qu'il est déjà en marche. Donc, disons, atténuer les effets du réchauffement climatique. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Financer tout ce qui aide à la transition, financer des projets vraiment dédiés à réduire les effets du réchauffement climatique. Et maintenant, ça va faire presque 1 an, si je ne me trompe pas, que tu as commencé ce graduate programme. Quelles sont les 3 compétences clés que tu dirais sont absolument nécessaires pour évoluer dans ce domaine ou dans ce que tu fais? Les 3 compétences clés, disons, de la curiosité et puis aimer, pas forcément aimer, mais bon, être au courant des différentes régulations reliées à la finance, surtout dans le domaine du développement durable. Et puis beaucoup aimer lire. Aimer lire et puis aussi faire de l'analyse. Donc disons avoir des compétences en analyse, des chiffres aussi.
de la donnée, qu'elle soit qualitative ou quantitative. D'accord. Apparemment, à chaque fois, tu es dans des domaines, il faut beaucoup aimer lire, donc je suppose que je suppose que c'est ton cas. C'est toi, oui, un peu quand même. Hein. Bon, après, Et disons que j'aime bien lire aussi des romans. Hein. C'est pas que scientifique et tout. J'aime bien les romans. pas grave, la lecture, ça reste de la lecture. Faudrait pas que les gens pensent que je lis que des articles scientifiques, alors là, non. Hein. Ok. Et pourquoi le choix de la finance durable? Pourquoi est-ce que ça a été juste une évolution naturelle ou bien tu ne voulais pas rester dans la technicité? Bon, après, ton master était en management, Mhm. mais tu aurais pu tout à fait revenir à un poste davantage technique. Donc, Ouais. finance durable, pourquoi pas un poste technique? Est-ce que ça a été un choix délibéré de t'éloigner un petit peu de la technicité ou juste une évolution naturelle? Bah, disons que c'était un peu une évolution naturelle parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand j'ai travaillé en tant que géologue d'exploration, je voulais comprendre un peu comment bah, les mines elles étaient financées, comment en fait bah, on intégrait des KPIs bah, environnementaux. Parce que oui, la mine aussi, elle doit être bah, plus respectueuse de l'environnement. Donc je me posais ce genre de questions. Et puis aussi, disons que bah, après, j'ai postulé avant de commencer à travailler. Donc j'y réfléchissais même avant. Et bah, durant les interviews, bah, j'ai pu défendre le pourquoi du comment je vais faire ce master. Et donc voilà, c'était l'une des raisons. C'était aussi mon travail en tant que géologue d'exploration parce que je trouvais que bah, je travaillais, mais je comprenais pas pourquoi, pourquoi je travaillais forcément. Quel était bah, l'objectif final de faire de l'exploration. Pourquoi bah, on avait telle commodité et pas une autre qu'on devait financer. Et aussi quand j'étais en Angleterre, parce que j'essayais de faire un master, je recherchais bah, quels sont les masters qui pourraient bah, mieux s'allier. Et géologie et management et finance, bah, j'en voyais beaucoup sur LinkedIn. Et j'ai regardé un peu les parcours, ça m'intéressait. Je me disais, bah, finalement, je pense que je vais faire ça. Et voilà. Donc, c'était vraiment de la recherche et puis aussi bah, des intérêts personnels qui m'ont conduit à ce master en management. Ok, génial. Et est-ce que la transition du monde académique au monde professionnel a été aisée? Est-ce que c'est juste fait naturellement ou bien est-ce qu'il y a eu un peu quelques chocs pour toi, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas? Tu avais peut-être des attentes et qui se sont... peut-être que tu avais une idée du monde professionnel et que finalement tu as été déçu ou bien peut-être que ça a été plus que tes attentes. Comment ça s'est passé? Voilà. Mais disons pour le premier emploi après le bachelor, franchement, j'ai galéré. Hein. J'ai vraiment. Enfin, bah après, durant le bachelor, on faisait des stages, donc on retournait souvent en Côte d'Ivoire pour faire nos stages. Et j'avais comment dire, j'espérais pouvoir peut-être intégrer ces compagnies-là aux sorties d'école, mais c'était pas le cas. C'était vraiment très compliqué. Et je me dis, bah, je sais pas, j'aurais pu faire les choses autrement, mais voilà, donc c'était très compliqué de trouver un emploi. Même l'emploi que j'ai eu en tant que géologue d'exploration, bah, ça m'a mis du temps avant de le trouver. Donc, ouais, donc avant ça, donc j'oublie de le dire, mais avant ça, j'ai fait un passage dans un cabinet disons un peu de conseil, mais plus du conseil en géologie, avant d'être géologue d'exploration. Et ça, c'était en Côte d'Ivoire aussi. Mais ça, c'était juste pour un petit temps. Le plus long contrat, c'était celui en tant que géologue d'exploration. Et voilà, donc c'était aussi c'est du réseautage, voilà, qui m'a permis d'avoir cet emploi. Et en France aussi, bah, pour trouver un stage, c'était super compliqué. Je me disais, bah, ça sert à quoi d'être dans une école et ne pas pouvoir bah, capitaliser sur cette école-là pour trouver un stage. Ça aussi, c'était compliqué. Et
pour la petite histoire, comment j'ai trouvé mon stage, j'avais postulé sur le site de l'entreprise. Et après, j'ai commencé à rechercher, à suivre, pas à suivre, mais à les espionner, voilà. Je vais commencer à espionner toutes les personnes qui travaillaient dans l'entreprise. Et du coup, en les contactant, j'ai par hasard contacté la personne qui était en charge du recrutement pour ce stage spécifique. Et je lui ai dit, je suis très intéressée par le stage, est-ce qu'il est toujours ouvert, nanana. Et elle me dit, ah oui, il est toujours ouvert, est-ce que vous avez postulé sur le site? Et j'ai dit, oui, j'ai postulé. Et le même jour, mon application est passée à l'étape suivante. Et donc, je pense que peut-être qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient postulé pour le même stage. Et du coup, qui attendait potentiellement une réponse. Et lui, il ne regardait pas. Et comme je l'ai contacté, il m'a fait passer à l'étape suivante. Donc, j'ai commencé à faire les entretiens et voilà, après, j'ai été prise. Donc, c'était très compliqué. Et je remercie Dieu avant tout parce que franchement, c'était vraiment c'était difficile. Et aussi, un peu pareil aussi pour mon poste actuel. C'était pas donné. Ouais, comme quoi, il faut être, je vais dire, actrice de son destin, parce que si t'étais restée passive... Un peu quand même, un peu, ouais. Ouais, c'est assez intéressant de se dire que tu as postulé pour un stage, que tu étais dans l'attente, qu'il a fallu que tu contactes cette personne-là pour que ton j'allais dire ton application, mais je fais de l'anglicisme, passe à l'étape suivante. Mais très intéressant comme expérience. Mais alors, pour ton emploi actuel, pendant combien de temps est-ce que tu as cherché? Est-ce que ça a duré des semaines, des mois? Je cherchais pendant que j'étais en stage aussi. Donc, j'ai commencé mon stage en janvier. Donc, disons peut-être bien en janvier, je cherchais. Donc, voilà, j'ai cherché pendant toute la durée de mon stage un emploi aux sorties d'école. Parce que après, je sais pas pour les autres écoles, mais nous, notre diplomation, c'était en juin. Donc, du coup, tu as ton diplôme en juin. Et la plupart des emplois, ils étaient pour septembre. Donc, tu as un peu... Et il faut se dire qu'en France, les gens partent en vacances en été. Donc, si tu dois passer des interviews, il y en a même, c'est même pas en janvier que tu dois postuler, c'est avant janvier. C'est-à-dire en octobre et tout. Donc, si tu n'as pas été recalé en octobre, tu peux toujours te dire je vais postuler en janvier, mais même janvier, souvent, c'est un peu tard si tu vises vraiment les grandes entreprises. Donc, pour mon job actuel, j'avais commencé assez tôt. Et voilà, je pense que j'ai eu l'offre en mai, si je ne me trompe pas. Ouais, en mai. Donc voilà, pour la petite histoire, c'était super long. Et même les entretiens, ils étaient super longs aussi. Et combien, je suppose que tu n'as pas le nombre exact en tête, mais combien de candidatures à peu près tu as envoyé avant de tomber sur le poste entre guillemets de tes rêves? Je regarde sur mon ordinateur parce que je sauvegarde toutes mes applications, mais je pense on peut dire plus de 50, ou plus que ça. Ok. Peut-être un peu plus. Mais après, je pense que vraiment, c'est où j'ai été vraiment dans le qualitatif plus que dans la quantité, parce que à une époque, je postulais comme ça un peu, comment dire, au hasard. Pas forcément au hasard, mais le CV n'était pas très adapté. Donc après, quand je n'étais pas acceptée, je savais pourquoi. Donc, les entreprises où j'ai vraiment bien postulé, mais ça, il n'y en avait pas assez. Je sais pas quel nombre exact, disons peut-être 4, je sais plus. Mais vraiment, les applications où j'envoie le CV, là, il y en avait beaucoup. Il y en avait vraiment beaucoup. Ok, super. Je vais... En Angleterre, ça, je pense que j'ai fait plus que... j'en ai fait trop même. Apparemment, ça a été vraiment difficile pour l'emploi en Angleterre. Ouais. Je te comprends. Pour être passée par là, oui. Effectivement.
Ok. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé du réseau. C'est le réseau qui t'aurait notamment permis d'accéder à certains stages et tout ça. Quelle place a le réseau dans ton parcours à toi? Comment est-ce que tu as procédé pour développer ton réseau et à quel point tu penses que le développement d'un réseau est important pour un jeune professionnel notamment? Comment j'ai fait comment j'ai fait pour développer mon réseau? Bon, après, je dirais que le réseau, c'est pour moi, hein, je vais pas parler au nom de tout le monde. Pour moi, ce qui a marché pour moi, je dirais que c'est d'abord les camarades de classe, tes promotionnaires, parce que il y en a qui sont peut-être plus avancés que toi dans les recherches et qui pourront potentiellement t'aider si tu en parles. Si tu dis que tu as des difficultés, ces personnes-là pourront t'aider. Et donc, je me dis aussi, le réseau, faudrait pas qu'on pense que c'est juste tu me donnes et je prends. Qu'est-ce que toi t'apportes de plus? Que ce soit au niveau culturel, quels sont vos échanges? Et puis vraiment, est-ce que tu t'intéresses à la personne? Est-ce que c'est vraiment une amie ou c'est juste une connaissance? Pour moi, c'est un peu ça, le réseau. C'est pas juste en opportuniste, je viens et je veux juste être amie avec toi parce que tu vas me donner, je sais pas, accès à telle plateforme dans le futur. C'est plus quel type de relation tu développes avec les autres, quel type de personne tu es intérieurement. Est-ce que vous avez aussi peut-être les mêmes centres d'intérêt? Parce que après, même quand on dit le réseau, après, c'est pour travailler après, mais est-ce que les personnes avec qui tu t'allies, elles s'alignent avec ce que toi tu veux faire dans le futur? Un peu ça. Donc pour moi, c'est un peu ça, le réseau avec les camarades de classe. Et puis bien évidemment, il y a le réseau un peu plus professionnel où tu t'interagis avec des personnes qui ont fait des choses plus intéressantes que toi, disons, ou soit qui sont dans un domaine que tu veux rejoindre. Donc là, ça passe aussi par l'intérêt pour la personne. Est-ce que surtout sur LinkedIn, est-ce que on prend souvent le temps de faire des recherches sur le profil de la personne? Qu'est-ce qu'elles ont fait précédemment en termes d'emploi? Est-ce qu'elles ont fait des interviews, des podcasts, des articles qu'elles ont écrits qui sont intéressants et puis vraiment qui s'alignent avec nos convictions personnelles? Donc ensuite, au sorti de ces recherches-là, ces personnes-là, on peut les contacter parce que vraiment, il y a eu un match. Mais quand il n'y a pas de match, je pense qu'après deux, trois conversations, si la personne, vraiment, son profil était super intéressant, que tu veux interagir avec, elle verra qu'il n'y a pas vraiment... l'échange va dans un seul sens. Donc, c'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Donc, je pense que les personnes avec qui ça a plus ou moins marché, disons réseau, je dirais que ce sont mes amis, mes camarades de classe. Après le reste, tout ce qui est dans le domaine professionnel, ça a plus ou moins marché, mais je dirais pas que les relations sont aussi soudées que celles que j'ai construites avec mes promotionnaires ou mes camarades de classe. Après, ces personnes qui travaillent dans ces milieux un peu plus pro, qui ont de beaux parcours, j'essaie comme je peux d'interagir avec, mais disons que la relation est moins authentique que celle que j'aurais avec mes camarades de classe. Donc, je sais pas si je réponds à ta question, mais... Ouais, tout à fait, ça s'entend. Et mais justement, l'aptitude en tout cas à développer un réseau et à l'entretenir, on le classe, en tout cas, moi je le classe dans la catégorie soft skills. Oui. Et du coup, je me demandais quels sont les soft skills, donc les compétences personnelles, qui, selon toi, ont fait une différence majeure dans ton parcours? Là. Les soft skills. Après, moi, je me considère comme quelqu'un de super... je vais pas dire... je remercie Dieu d'abord, avant tout. Parce que je suis pas la personne la plus extravertie. Je vais pas beaucoup vers les gens. Et donc voilà, je remercie Dieu pour tout ce qui s'est passé de bon comme de mauvais dans ma vie. Et quels soft skills? Bon, comme je disais là, je pense que je l'ai déjà dit dans la question précédente, c'est que c'était beaucoup faire des recherches sur les gens. Parce que quand tu sors de petites anecdotes sur ce qu'une personne a fait, ça lui fait plaisir, je pense. Hein. Même se rappeler d'un prénom ou, je sais pas, un endroit où elle allait, ça c'est super intéressant. Donc, comme soft skills, je dirais que
Je fais beaucoup de recherches aussi. Disons que je suis un peu une espionne. Je parcours les profils des gens. Donc, je pense que c'est un peu ça qui m'a aidée. Mais sinon, comme on le dit, je pense que dans le milieu professionnel, quand tu es plus extraverti, ça t'aide beaucoup. Et moi, je ne le suis pas. J'apprends à l'être. Donc, voilà, c'est une compétence pas une compétence. Bon, après, je sais pas si je vais y arriver, mais je suis plus introvertie qu'extravertie, mais soft skills, ouais, je pense que c'est ça, faire de la recherche et puis un peu s'intéresser aux gens. Bah, bien que je sois pas extravertie, j'essaie vraiment de m'intéresser beaucoup aux gens. Ça, je pense que c'est peut-être, je sais pas si c'est une qualité ou c'est juste, mais voilà, je pense que ouais, peut-être développer, si je devrais conseiller un étudiant, s'intéresser aux gens, quoi. Vraiment s'intéresser aux gens. Pas être juste dans le superficiel, mais vraiment un peu creuser. Tant que l'information elle est publique, hein. Je dis pas d'aller taper à la porte des voisins. Quand l'information elle est publique, mais voilà, on peut essayer de savoir ce que les autres ils font. C'est assez intéressant que tu mettes toujours ce facteur humain-là en avant. C'est-à-dire vraiment, peut-être que finalement, dans un parcours sans les autres, potentiellement, on ne peut pas trop avancer. Il faut apprendre à s'extérioriser. Ouais. Et j'oubliais aussi capitaliser sur son réseau interne, disons. Parce que, par exemple, sur LinkedIn, il y a une personne qui peut être une connexion d'une autre personne. Donc, si par exemple, je vois Linda, elle est connectée à... Je sais pas, connectée. Elle est en contact avec Mark Zuckerberg, je vois. Je peux lui dire, Linda, tu vois, j'aimerais bien que tu me présentes à tel parce que tu connais tel. Donc, on peut passer par ces chemins-là au lieu de faire toutes ces recherches dans son coin. Ouais. C'est un bon conseil, oui, capitaliser sur son réseau. Parce que des fois, en tout cas, c'est personnel. Justement, cette capitalisation-là est difficile de se dire justement parce que tu le disais tout à l'heure, quand c'est ton cercle restreint, donc ton réseau restreint, et donc des personnes potentiellement avec lesquelles tu as une relation plus authentique et pas des personnes avec qui tu parles 2 fois dans l'année, c'est peut-être plus facile d'aller vers elles pour demander une mise en relation potentielle sans passer pour un opportuniste. Exactement. Donc, et je pense qu'il faut peut-être apprendre soit à se défaire de cette idée-là que c'est de l'opportunisme ou vraiment s'investir pour entretenir son réseau parce que justement, pour être à même de capitaliser sur ce réseau-là, il faut l'entretenir. Mais aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu aurais à dire sur le fait que, du fait de ce monde de plus en plus digitalisé, justement, on est en contact avec de plus en plus de personnes et que moi, personnellement, il me semble difficile d'entretenir correctement un réseau à l'ère d'aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est pour tout le monde, hein, même moi, j'ai un peu de peine à le faire. Je dirais que c'est un peu plus d'organisation. Vraiment, j'avais vu une vidéo sur YouTube où la dame, elle a vraiment un agenda où c'est minuté, 15 minutes par 15 minutes, où c'est vraiment... il faut... Elle même quantifie le temps qu'il lui faut pour aller se doucher, prendre un café, tu vois. Donc je me dis, tant qu'il y a de l'organisation, ça moi je le fais pas personnellement, je pense que tout est possible. Il faut vraiment planifier et puis s'en tenir à son agenda, quoi. Donc oui, dans ce monde de plus en plus digitalisé, oui, il faut vraiment... et je pense que c'est pour tout le monde, hein, quand on commence à travailler, on se rend compte que c'est nos amis qu'on a eu depuis le lycée ou l'université qui... Bon, après, on peut se construire de nouvelles relations, mais c'était un peu plus facile d'avoir des amis quand on était un peu plus jeune. Mais après, avec quand tu travailles, c'est un peu compliqué quand tu rentres le soir chez toi, tu veux te reposer, t'as pas forcément envie d'aller faire autre chose. Alors que quand t'es étudiant, t'as toujours... J'ai l'impression que t'as un peu... t'as tes devoirs, mais t'as un peu du temps. Et C'est vrai. ouais, je pense capitaliser sur le digital et mieux s'organiser. Enfin, il y a des planeurs
des agendas personnels digitalisés qui t'envoient des sortes de de Rappel. de rappels, qui t'envoient des sortes de rappels que comme ça c'est automatique, tu vois, parce que moi personnellement, plus je vieillis, j'ai l'impression que y a certaines choses que je retiens, enfin je fais de la rétention sélective. Donc après, je me dis c'est aider un peu de tout ce qui existe déjà comme outil digital pour mieux s'organiser. Et après, je pense que c'est possible de rencontrer des gens ou d'entretenir ces relations. Ok, super. Merci beaucoup pour le conseil. On tend tout doucement vers la fin. Et donc, je vais t'embarquer pour un petit peu de rétrospection. À ce stade de ton parcours, quand tu regardes tous tes accomplissements, toutes les choses par lesquelles tu es passé, est-ce que tu dirais que tu as des regrets? Et pourquoi? Des regrets. Je dirais, enfin, c'est juste, je les prends comme des leçons. Et puis après, peut-être le transmettre aux autres. Je pense que de mes expériences à l'étranger, je les ai pas beaucoup capitalisées, pour être honnête. Ah oui, il me semble que tu Ah. as quand même... Non, je dirais pas. Je pense que surtout quand on est à l'étranger, il y a un peu cette part de l'inconnu, de ne pas aller vers les autres. Et je pense qu'au début, quand je suis arrivée surtout en Angleterre, je l'ai pas beaucoup fait. Et donc, si je devais peut-être donner des conseils, puisque c'est une leçon, hein, c'est pas, comme je dis, c'est pas forcément des regrets, donc on apprend. Je sais que prochainement, si je vais dans un autre pays, on sait jamais, j'ai plus essayé de rencontrer plus de monde, de pas avoir peur de la barrière de la langue, parce que je pense que c'est un peu plus, comment dire, un peu, je vais pas dire on se dit qu'on n'est pas assez compétent et que les gens vont porter un jugement. Alors qu'après, les gens, ils ont leurs propres problèmes. Ils vont pas penser à toi toute la journée ou toute leur vie en se disant que Raissa, il n'a pas dit le mot adéquat en anglais. Elle a dit good morning au lieu de good afternoon. Tu vois, c'est pas le... c'est pas ce qui reste dans la tête des gens. Après, c'est qu'est-ce que toi, tu veux en tirer. Toi, tu veux plus pratiquer la langue, donc plus aller vers les gens. C'est pas les autres qui veulent... Et j'ai remarqué aussi que en Angleterre, c'est pas les Anglais qui voulaient parler français. C'était plus nous, les francophones, qui voulions parler anglais. Donc, c'était un peu... c'est toi qui as besoin un peu de l'autre, donc va vers les autres. Donc ça, je l'ai pas beaucoup fait. Et, je pense que ça m'a un peu pénalisée, surtout pour mon apprentissage de la langue pendant un bon moment. Et quoi d'autre? Je l'avais en tête et j'ai oublié. Et j'irais aussi s'intéresser à tout ce qui est outils digital, tu vois. Là, il y a ChatGPT qui vient de sortir. Après, il y a Brad, je sais pas, c'est de Google. Mais je pense que c'est pas encore en Europe ou en Afrique, je sais pas si c'est... Non, je pense qu'aussi, non, ils sont pas encore en Afrique. Donc Brad, je pense que c'est l'équivalent de ChatGPT pour Google. Et je me dis, c'est des outils qui peuvent, je sais pas, je vais pas dire révolutionner parce que je suis pas dans la tech, mais qui peuvent aider dans dans différents milieux. Donc c'est apprendre tout ce qui est outils digital. Bon, moi, quand j'ai étudié, on avait des logiciels comme c'était ArcGIS, tout ce qui était informatique un peu pour l'analyse de données spatiales. Donc, plus développer ces compétences-là que rester dans la lecture pure de qu'est-ce que la géologie ou là j'invente des choses, mais je me dis plus s'intéresser aux outils digitaux et puis être un peu développer des compétences que tout le monde n'a pas forcément. Ça aide beaucoup. C'est un facteur différenciant quand on veut se démarquer. Et puis on dit chacun peut être individuel, donc t'as pas forcément de te dire je vais faire mieux que l'autre, je vais juste être un peu plus spécial. Un peu moins dans la masse, quoi. J'aime bien ce conseil-là. Développer des compétences que tout le monde n'a pas. En tout cas, je note. Et si tu devais donner 3 mots caractéristiques de ton parcours, si tu devais en choisir seulement 3,
lesquels tu choisirais et puis pourquoi? Hmm. Voilà. 3 mots caractéristiques, je dirais peut-être curiosité. Curiosité parce que je pense que j'ai souvent un peu peur, mais pas très peur de l'inconnu. Je suis plutôt curieuse et me dire qu'est-ce qui m'attend. Donc ça, curiosité et empathie un peu. Je pense, hein. Après les autres diront, mes amis, peut-être ils vont en rigoler, je sais pas. Empathie, je pense que j'ai souvent de l'empathie pour les autres, donc ça me permet de me mettre à la place des autres et puis ne pas tout prendre personnellement. Donc ça m'a aidé parce que je pense que quand t'es pas et ça me permet de me remettre en question parce que je me dis soit si un interview n'a pas marché, c'est parce que peut-être la personne a eu une mauvaise journée, voilà. C'est pas parce que c'est moi. Après ouais, faut se remettre en question, mais j'ai de l'empathie aussi, tu vois. Je me dis voilà, je prends pas tout à cœur, pas forcément. Et une dernière, je sais pas, je mets souvent Dieu en avant. Mais je sais pas, ouais, ça c'est ouais, Dieu. Ouais, c'est un mot. Donc Dieu aussi pour tout ce qui s'est passé de bien ou de mal dans ma vie. Donc voilà. Ok, formidable. Et toujours dans le même sens de la rétrospection, quelle est la plus grande leçon que tu penses avoir tirée de ce parcours-là, qui est le tien, à ce jour? Oh là, la plus grande leçon, je pense que je viens de commencer déjà. Je pense que j'ai pas... je sais pas, je me sens un peu encore... j'attends ce que l'avenir me réserve. Et donc, je sais pas trop quel mot mettre dessus. Je me dis, il y a encore d'autres choses à explorer, d'autres choses à faire. Et merci, hein, je le prends comme un compliment. Mais pour l'instant, je saurais pas quoi dire, pour être honnête. Ok, pas de souci, ne t'en fais pas. Alors. Donc, on va plutôt parler de l'avenir, puisque pour le passé, tu ne sais pas. Si tu avais un message à passer à la Raïssa de 2033, donc disons à la version de toi ouais. dans 10 ans, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Qu'est-ce que je voudrais lui dire? Je lui dirais de... Là, ok, c'est moi dans le futur qui me parle à moi après Non, du c'est présent. toi dans le présent. Ouais. C'est toi dans le présent qui parle à celle du futur. Ah, ok. Ok. Je lui dirais de rester authentique. Enfin, il n'y a pas de Raïssa. Enfin, il y a des personnes qui s'appellent Raïssa dans le monde, mais on n'est pas toutes pareilles. Donc, rester authentique et puis rester aussi curieuse. Parce que je pense que plus moi, c'est moi personnellement, plus on prend en âge, plus on reste il y a des schémas qui se forment et on cherche moins à... Je sais pas. À un moment, je pense que j'étais devenue un peu comme ça, mais là, j'essaie d'être un peu plus curieuse, de faire de nouvelles choses. Donc, ouais, c'est ce que je me dirais. Ok. Au-delà du message que tu souhaites passer à cette version de toi, où est-ce que tu aimerais être, toi, dans 10 ans? Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, est-ce que peut-être que tu as des ambitions en particulier? Enfin, souvent, j'ai un peu peur de mettre un mot, d'avoir un truc fixe. J'avais plus pour le sentiment personnel que je voudrais avoir. C'est vraiment, je vais pas dire en termes... Voilà, donc c'est juste un sentiment que je voudrais avoir. Me dire que soit j'ai peut-être contribué à un projet majeur qui a permis de, je sais pas, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tu vois, je sais pas, un sentiment de vraiment j'ai contribué à un truc positif dans le monde. Voilà. Que ce soit au niveau social, au niveau environnemental, ou ce serait, ouais, ça c'est un goal.
Ok, Un bah truc c'est génial. pérenne, quoi, pas un truc qui s'arrête au bout de 5 ans, mais vraiment un truc qui perdure dans le temps. On Ok. contribue à ça, ouais. Oui, tu as de grandes ambitions, c'est génial, en tout cas, et positives en plus, donc c'est super. Et on passe à la partie conseils. Et j'aimerais bien savoir si tu conseillerais les domaines soit de la géologie, soit de la finance durable à de jeunes diplômés qui sortent d'école, soit de lycée, soit d'université, et qui ne savent pas trop quelle orientation donner à leur carrière. Est-ce que tu leur conseillerais ces domaines-là et pourquoi? Bon, après, je sais pas si je peux conseiller ce genre de domaine parce que je sais pas trop les compétences de tout un chacun et les appétences aussi. Donc, je me dirais, bah, c'est ne pas se fermer, même si on a un diplôme, je sais pas, en droit, voir ce qu'on peut faire avec. Et moi, je pense que c'est vraiment ce qui m'a aidée parce que, bon, après, comme je disais, quand je recherchais sur LinkedIn, j'ai vu des personnes qui ont fait de la géologie et du management et ça a bien marché. Donc, essayez de voir quel type de débouché on pourrait avoir. Si après, vous voulez vous concentrer, bah, je sais pas, en géologie ou dans le domaine de l'énergie, bah, connaître les grandes thématiques, quels sont les grands enjeux du secteur. Et puis, enfin, c'est en fonction bah, de ce qu'on aime. Parce qu'après, je peux pas. Je pourrais pas conseiller un truc et après tu te retrouves là-dedans et t'aimes pas. Faut vraiment savoir ce qu'on aime et puis aussi essayer peut-être ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on n'a jamais fait. Comme ça, bah, même qu'on ne sait pas ce qu'on aime, bah, on sait au moins ce qu'on n'aime pas une fois qu'on a fait. Mais si t'as jamais fait, tu peux pas savoir si t'aimes pas ou si t'aimes. Parce que je pense aussi que bah, la plupart des jeunes, souvent on pense, bon moi personnellement je pensais savoir ce que je voulais faire, mais après je savais pas. Donc je pense qu'il y a Ouais. potentiellement des personnes comme ça. Et voilà, c'est le conseil que je donnerais. Ok, super, bah, merci beaucoup. Et J'avais une toi? question, mais j'ai un peu l'impression que tu as peut-être déjà répondu. Je voulais savoir si tu avais un conseil à donner pour des jeunes gens afin de tirer le meilleur parti de leurs études à l'étranger ou bien également tout court de leur parcours académique universitaire. Mhm. Euh, Bah, je dirais peut-être aux jeunes gens d'avoir des mentors, peut-être. Bah, je pense que bah, si j'en avais eu, peut-être les choses se seraient passées autrement. Parce que bah, un mentor aussi, soit qui évolue dans le milieu où on veut évoluer, ou soit qui a qui a des, euh, qui a des connaissances, ou qui connaît des personnes qui évoluent dans ce type de milieu. Donc je pense que c'est déjà vraiment, même si on a 4 ans d'études devant nous, c'est dès le début. Dès le début, comme ça, bah, s'il y a des stages, je pense qu'en Angleterre, il y avait des sortes de spring, c'était des trucs de printemps. Tu fais une semaine en entreprise et tu peux le capitaliser sur bah, ton CV. Et c'est des trucs que tu fais en amont. Tu vas pas attendre en dernière année quand tu cherches des opportunités à commencer. C'est un peu compliqué. Donc, ouais, je dirais vraiment. Bon, même si tu n'arrives pas à trouver de mentor parce que les gens sont super occupés, bah, discuter avec ces personnes-là qui font. Bon, pas forcément un job que tu veux, mais qui ont étudié bah, qui ont fait la même licence que toi ou le même master que toi. Et tu vois un peu ce qu'elles font. Parce qu'après, on se dit 4 ans ou 3 ans, c'est long, mais en même temps, c'est pas long. C'est vraiment court. Donc, vraiment, même avant de commencer, je pense, même bah, pour ces personnes qui peuvent, hein, même au lycée, même avant d'aller à l'université, vraiment bah, discuter avec les gens. Ou soit, je sais pas, peut-être il y a d'autres personnes qui veulent être entrepreneurs, donc ouais, discuter avec des entrepreneurs, ça aussi c'est possible, mais je me dis, ouais, dès qu'on est ouais, au lycée, commencer. Et après, avec ça, je pense que tu as vraiment une longueur d'avance sur plein de choses. Quand finalement t'en sers le milieu professionnel, t'es un peu plus aguerri. En tout cas, je retiens qu'il faut discuter. Et encore une fois, c'est aller vers les gens. Ouais, aller vers les gens. Et discuter, échanger, tout ça. Tu vois. Ok. Et est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui? Est-ce que tu es fière de tes accomplissements, fière de ton parcours, ou tu te dis,
J'ai encore beaucoup à faire, oui, j'ai encore beaucoup de choses que je veux réaliser avant de pouvoir dire que je suis fière de moi. Ouais, je pense que je voudrais faire plus de choses. Parce que je pense que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'était un peu, je dirais peut-être égoïste, parce que ça m'a profité plus à moi qu'aux autres. Donc peut-être faire plus, je sais pas, être moins égoïste, je dirais. Parce qu'après, quand on parle des écoles, on parle du travail, tout ça, ça bénéficie à qui? À moi en premier, pas vraiment aux autres. Donc je pense que... ouais, bon, après c'est subjectif, hein, mais ouais, peut-être plus contribuer à, je sais pas, à l'avancement de la société. Ça, c'est vraiment un truc bateau que je dis, mais oui, un peu ça me rendrait un peu plus fière que des réalisations personnelles. Donc, ouais, je pense que j'ai encore du chemin. Mais donc là, t'es pas vraiment fière, ou tu l'es un petit peu, mais pas totalement. Pas totalement, pour être honnête. Ok, super. Je vais pas négliger tout ce qui a été fait auparavant, mais je dirais pas que je me sens super accomplie, ça non. Ok. En tout cas, on te souhaite de l'être dans les années à venir. Merci. Très bien. Donc, plus que 2 questions, parce qu'on arrive à la fin. Est-ce que tu aurais une citation phare que tu aimerais partager avec nous? Peut-être que c'est quelque chose qui te motive ou une citation, pardon, que tu aimes bien. Une citation. Je dirais que non, j'ai pas de citation, mais par contre, je pense que c'est plus... bon, moi, je suis musulmane, donc c'est souvent des versets du Coran qui me viennent en tête et qui me motivent. Donc voilà, je me sens protégée, je me sens motivée. Et après, j'ai pas donné un verset parce que j'en ai plusieurs en tête et ça dépend des situations. Et il y a des versets qui sont plus pour la motivation, étudie ou concentre-toi au travail. Et il y a des versets qui sont plus pour la spiritualité. Donc, j'ai pas vraiment de citation phare. Désolée de vous décevoir, mais voilà. Non, tu ne nous déçois pas, t'en fais pas. Mais quand même en partager un peut-être, même si peut-être ils sont tous au même niveau dans ton cœur, tu peux nous en partager un. Celle qu'on me dit tous les jours, hein, je pense les musulmans, si tu dois traduire en français, c'est au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ok, voilà. Merci. Un dernier mot pour clore cette interview. Un dernier mot, ça serait de suivre Linda Coffey et son équipe et Daily Energy. Non mais franchement, ils font un super boulot. Même moi, j'apprends beaucoup quand je lis vos articles et tout. Et je pense que toute l'équipe a un beau parcours, même si là, ils font des interviews et ils disent aux gens « Ah, vous avez de beaux parcours ?» Moi, je pense que c'est plus eux, parce que c'est eux qui ont l'initiative de faire ce genre d'interviews avec des personnes. Donc voilà, les suivre, s'en inspirer, et puis pourquoi ne pas créer des collaborations pour les personnes qui sont intéressées, et plus faire grandir le réseau. Ok, merci beaucoup Raïssa, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci à vous. Et qui sait, peut-être qu'on aura l'occasion de te recevoir encore pour parler d'un autre sujet un peu plus focalisé sur la finance durable et un peu moins sur ton parcours. Pourquoi pas. Allez, prends soin de toi et qui sait, à la prochaine. À la prochaine.